Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h30 de la Belle Radio et Télévision. D'abord, les titres du journal. Deuxième anniversaire de la COP21 à Paris, les partis tentent de remobiliser les acteurs concernés par l'accord. Ce mardi, un grand bol d'oxygène pour marquer la fin de la 5e édition du Festival du film de Massoukou, Nature et Environnement. Et puis, sécurité à l'extrême nord du Cameroun, les comités de vigilance contre Boko Haram demandent plus de moyens. Dans cette édition, le reportage de notre correspondante. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant à ce rendez-vous de l'information. La COP21, le deuxième anniversaire de cet accord, c'est aujourd'hui en France. Et bien les pays africains, à l'initiative du chef de l'État français Emmanuel Macron, se sont réunis autour de lui. L'objectif est de faire en sorte que d'ici à 2020, 100 milliards de dollars US soient trouvés pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Alex Blériot-Momha pour les précisions. Alors que le monde entier avait salué les accords de Paris sur le changement climatique en 2015, les considérant comme une réelle avancée dans le combat collectif contre le réchauffement de la planète, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington avec sa vision climato-sceptique est venue tout remettre en cause. En effet, le retrait des États-Unis a porté un coup dur à l'accord de Paris. Sonnés mais pas enterrés, les parties prenantes sous l'impulsion de la France, qui se veut gardienne de cet accord universel, tentent de se remobiliser et de se relancer à travers des projets innovants et en particulier la problématique financière. Car en même temps qu'il faut soutenir la transition énergétique, il faut avancer vers une économie bas de carbone et surtout financer l'adaptation au changement climatique, le grand défi des pays vulnérables, l'Afrique en particulier. En réunissant ce jour en région parisienne une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, de nombreux représentants de la finance mondiale, des élus locaux et des responsables d'ONG, Emmanuel Macron espère enclencher de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan financier. À l'Élysée, l'on précise que ce n'est pas un sommet universel concurrent des négociations de la COP, mais davantage un moment de mobilisation des États ainsi que des ONG et surtout le monde des entreprises et des banques encore trop frileux sur le dossier climat au goût des experts. Alors sur ce plateau pour discuter de la question, deux invités. D'abord à ma droite, Cheryl Abessolo qui est ingénieur QHSE. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et à ma gauche, Alex Blériot-Momha, en compagnie de qui justement nous allons interroger le spécialiste. Bonsoir. Bonsoir Aziz. Alex Blériot-Momha qui est l'éditorialiste maison. Cheryl Abessolo, pourquoi un autre sommet justement à Paris, alors qu'il y en a eu entre-temps deux autres? En 2 ans, on a eu droit à 2 sommets, celui de Marrakech et de Bonn en Allemagne. Merci. Nous allons commencer par dire que le sommet qui se tient ce jour, qui est dénommé le One Planet Summit, c'est un sommet qui permet aux dirigeants de faire le point sur les engagements pris par les États lors de la COP21. Donc c'est un sommet qui permet de faire un résumé de ce qui s'est déroulé depuis 2 ans. Nous avons eu la COP21 à Paris il y a 2 ans. Il est nécessaire pour les chefs d'État, pour les gouvernants, pour les partenaires sociaux de faire le point sur ce qui s'est fait. Et le sommet de ce jour était axé sur 2 points. C'est-à-dire qu'il faut chercher des financements et d'un côté, il faut chercher des solutions innovantes qui permettent de réduire ou de minimiser les effets du réchauffement climatique. Alors nous avons envie de vous demander, M. Abessolo, de quel poids véritablement pèse l'Afrique dans ce genre de sommet, en dehors du nombre? Quel est le poids dans les négociations véritablement? Bon, il va de soi que l'Afrique, de prime abord, on peut dire que l'Afrique n'a pas de poids. Parce que l'Afrique ne pollue à peu près que pour 4,5% de gaz à émission de effet de serre. Mais après, le plus important pour nous autres Africains, lors de ce type de sommet, c'est de pouvoir porter à la face du monde nos points de vue, nos préoccupations. Et nous avons la chance que le porte-étendard de l'Afrique pour ce sommet, c'est le président Ali Bongo Ondimba, qui est le coordonnateur pour le comité des chefs d'État africains de gouvernement
sur le changement climatique. Et il est là pour porter la voix de l'Afrique, pour montrer et pour dire au monde ce que l'Afrique attend de la COP 21, de la COP 22, de la COP 23. Et pour donner le point de vue de l'Afrique par rapport à tous ces sommets, parce que, qu'on le veuille ou pas, les effets du changement climatique se vivent en Afrique d'une manière ou d'une autre. Et nous devons également porter notre voix à ces différents types de sommets. Alors, l'accord de Paris, autour duquel il est question de remobiliser les parties prenantes, a quand même pour objectif aussi d'emmener les pays riches à financer l'adaptation des pays pauvres au changement climatique. Il faut, d'ici à 2020, mobiliser également 100 milliards de dollars US. Est-ce réaliste quand on sait les difficultés qu'il y a eu déjà? Je pense que l'accord, il est réaliste parce que les personnes qui ont signé cet accord sont des responsables. Mais après, nous connaissons tous qu'il y a une crise économique depuis quelques années. Donc, les États connaissent des difficultés à respecter leurs engagements. Et c'est justement ça l'intérêt ou l'enjeu du sommet de ce jour. Parce que ça permet de remobiliser tout le monde pour leur dire, nous avons pris des engagements il y a 2 ans. Il est nécessaire que tout le monde puisse tenir cet engagement. Et c'est pour ça que le discours du président de la République Ali Bongo était intéressant cet après-midi à Paris, parce qu'il a rappelé à ses pairs qu'il est nécessaire de se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver des financements aux problèmes environnementaux. Ils se mettent pas en réserve, les Africains, ça veut dire qu'eux-mêmes doivent contribuer. Oui, bien sûr, mais l'Afrique contribue déjà. Parce qu'il y a 2 ans, les chefs d'État africains ont mis en place ce qu'ils ont appelé l'initiative africaine pour l'adaptation et l'atténuation. C'est un fonds qui a été mis en place par les Africains eux-mêmes et ce fonds devrait permettre aux Africains de pouvoir développer leurs programmes qui vont permettre de réduire les effets des changements climatiques sur l'Afrique. Il est déjà alimenté? Oui, ce fonds il est alimenté parce que le président a fait l'annonce cet après-midi que le Gabon s'engageait à donner 500 millions de dollars US. Ce qui fait en sorte qu'il y a déjà un mouvement qui est lancé et nous espérons que tous les chefs d'État et de gouvernement africains vont emboîter le pas sur ce mouvement qui a été lancé ce soir par le président Ali Bongo. Mais il y a quand même 100 000 dollars US à trouver, oui, mais à mobiliser. Trouver 100 000 dollars US, si on est 195 États, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Si chaque État donnait, je pense, 100 000 dollars US, je pense qu'on va atteindre le montant qu'il faut. Mais je voudrais quand même vous demander, pour l'Afrique et pour l'Africain... C'est 100 millions de dollars US. De dollars US par an. Mais en attendant, pour l'Africain, le citoyen simple, comment se traduit véritablement les changements climatiques dans son environnement, dans son quotidien? Comment le sent-il? Est-ce qu'il comprend exactement de quoi il est question? Vous qui êtes spécialiste du domaine, est-ce que vous avez suffisamment sensibilisé les Africains? Comment se traduit l'échange, se traduit le défi de changement climatique sur le quotidien de l'Africain? Bon, je pense que parfois il faut sortir certains débats du cadre scientifique, du cadre pédagogique et les ramener au niveau où tout le monde comprenne ce dont il est question. Quand on parle des changements climatiques, aujourd'hui, c'est généralement les changements qui sont liés au climat. Et cela donne pour l'Africain lambda, ça donne le fait qu'aujourd'hui, pour certains pays, il fait de plus en plus chaud. Allez, vous prenez un pays comme le Gabon, il y a 10 ans, il ne faisait pas aussi chaud. Et donc, du coup, cette montée de chaleur, cette hausse de chaleur est l'une des conséquences du changement climatique. Et on peut également prendre le fait que de nos jours, pour nos parents qui font de l'agriculture, aujourd'hui, si on prend les pays du bassin du Congo, ils ont du mal de plus en plus à faire de l'agriculture parce qu'on n'arrive plus à discerner les saisons. On ne sait plus à quelle période il faut planter, à quelle période il ne faut pas planter. Et donc, c'est toutes ces conséquences indirectes, bien sûr, des changements climatiques que les Africains vivent au quotidien. Nous avons les problèmes des problèmes de sécheresse, de désertification que nous devons gérer au quotidien et qui sont les conséquences des changements climatiques. Finalement, les financements sont toujours justement sur la table lors des différentes COP. On va considérer que la question du financement est l'enjeu principal de ces réunions? Non, pas la question du financement n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à préserver l'environnement.
L'enjeu, c'est d'arriver à protéger l'environnement. Parce que qui dit protection de l'environnement dit protection de la population. Mais l'argent pour faire quoi exactement? Mais il n'y a pas de protection de l'environnement sans financement, sans argent. Vous n'allez pas demander à des États comme le Gabon, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi de suite, de protéger leur environnement. Mais comment y arriver? Comment protéger l'environnement? Il faudrait que chacun mette la main à la poche. C'est-à-dire que si on prend les pays du bassin du Congo, on nous demande de ne plus couper du bois, par exemple. Or, nous savons tous que pour les pays du bassin du Congo, si on prend l'exemple du Gabon, que nous connaissons bien, le Gabon est un pays forestier depuis 1950 à peu près. Donc ça fait en sorte que demander aux Gabonais de ne plus couper du bois, il va falloir trouver une compensation. Et cette compensation, c'est lors de ce type de sommet qu'on peut trouver des financements qui permettent au Gabon de ne plus couper du bois et on leur donne cet argent qui va leur permettre de développer des programmes ou des projets sociaux ou environnementaux pour leur population. Et quand on veut embarquer les privés dans la mobilisation de ces financements, on sait bien que les privés investissent pour des intérêts, il faut du profit. Est-ce qu'il y a du profit dans la protection de l'environnement? Comment un privé peut investir autant d'argent quand on demande ici, alors qu'il ne sait pas comment il rentrera dans sa mise? Je pense que le problème de l'environnement aujourd'hui, c'est que c'est un problème de tout le monde. Il faut une mobilisation de tous. Et si on demande au privé aujourd'hui de s'investir sur les questions d'environnement, c'est parce que l'État a des exigences, l'État a des besoins et il faudrait que le secteur privé apporte une aide. Et aujourd'hui, il est hors de question de pouvoir protéger l'environnement sans intégrer le secteur privé parce qu'ils ont des capitaux que parfois les États n'ont pas. Et pourtant, il faut que les Africains fassent de l'agriculture. Pour faire de l'agriculture, il faut couper l'herbe, etc., la végétation. L'agriculture à grande échelle, ça bouffe énormément de terre et il va falloir certainement couper beaucoup de végétation. C'est pas paradoxal à la fois demander aux Africains de faire l'agriculture pour être autonomes et autosuffisants et ensuite lutter comme ça de façon drastique parfois contre entre guillemets le réchauffement climatique en empêchant par exemple que les gens arrivent à s'organiser pour vivre. Bon, je pense que ça c'est parce que tout le monde ne comprend pas les mécanismes qui permettent de régler les problèmes de changement climatique. On ne demande pas, on ne dit pas aux gens de ne plus faire de l'agriculture. Merci beaucoup, Monsieur Chéri Abessolo. On a été ravis de vous avoir sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Vous allez rester en notre compagnie pour la suite de ce journal avec la clôture du 5e Festival Nature et Environnement de Massoukou, Festival du film de Massoukou, qui s'est soldé par une excursion à l'arboretum Raponda Walker qui est situé au nord de Libreville dans la commune d'Akanda. Cet endroit est considéré comme le principal réservoir d'oxygène de la ville. Rodney Ovono était de cela. L'arboretum Raponda Walker, c'est 16 hectares de concentration de plusieurs espèces d'essences des forêts gabonaises, mais également d'espèces d'autres régions de l'Afrique. Le site, placé sous la responsabilité de l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle, a reçu la visite de l'équipe du Festival du film de Massoukou. Le groupe, guidé par un éco-garde, a pu se fondre dans cet univers aux arbres géants et à la végétation luxuriante. C'est vraiment une pharmacopée existante, vivante. Il y avait des remèdes contre l'anémie, contre le paludisme, contre des problèmes reliés aux femmes. C'était incroyable, la richesse au niveau de médecine potentielle. Et aussi la richesse au niveau de la biodiversité, la grandeur et la majestuosité de ces arbres étaient incroyables. C'est incroyable pour moi d'avoir pu être témoin d'un endroit aussi beau, aussi près de la capitale. Quand on compare avec tous les arbres à terre qui s'en vont, on est vraiment très sensible à cette question de la déforestation et tout ça. Et je crois que c'est essentiel d'avoir des endroits comme celui-là, avec d'ailleurs des guides de la qualité de celui qu'on avait, qui était vraiment très motivé, très intéressant. Et je crois que, je ne sais pas si ça existe, mais que les classes d'enfants devraient venir ici, chaque classe au moins une fois par an, pour être sensibilisés à toutes ces questions-là.
L'arboretum Raponda Walker est devenu un espace protégé le 13 octobre 2011 par décision du Conseil des ministres dans le cadre du Gabon vert prôné par Ali Bongo Ondimba, qui met en exergue la politique de protection et de préservation de l'environnement et des écosystèmes. Et le film lauréat de ce 5e festival du film de Massoukou, Nature et Environnement, est en projection depuis ce matin dans les écoles de Libreville. C'est Le cri d'un chef papou. Rodney Ovono a également suivi ceux qui ont donc été pour la projection du film. Stimuler l'amour de la nature et de l'environnement des plus jeunes. C'est l'objectif que s'est fixé la déléguée générale du Festival du film de Massoukou, Nadine Otsobogo. Après la clôture du festival, la promotrice a tenu à faire le tour de certains établissements de la capitale gabonaise Libreville afin de présenter le film primé de cette 5e édition. Après le festival, on va dans différentes écoles pour présenter le film qui a gagné ou un autre film qui pourrait intéresser le jeune public. Parce qu'en février, nous lançons le Jeune Talent Massoukou. C'était un concours destiné aux scolaires. Donc on va sensibiliser ce qui est l'objectif aussi du festival. Dans ma langue, les forêts anciennes, qui sont nées lorsque le monde est né, sont nommées Irapu Agenda. Les Blancs les appellent forêts primaires, car elles n'ont pas été modifiées par les hommes. Frères des arbres, l'appel d'un chef papou qui invite à comprendre la forêt de l'intérieur. Un voyage au cœur des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le réalisateur Marc Dozier relate à la façon d'un conte des inquiétudes sur l'avenir des forêts. Une séance de projection qui n'a pas laissé insensibles les élèves présents. Est-ce qu'un jour vous pensez que grâce au festival du film de Massoukou, on arrivera à donner un meilleur impact sur le monde? Est-ce qu'un de vos films a déjà rendu à quelqu'un l'envie de prendre soin de l'environnement et de faire quelque chose qui peut vraiment changer le monde? Je suis vraiment impressionnée par l'intelligence des jeunes que j'ai rencontrés, aussi bien à Franceville qu'à Libreville, leur passion pour leur environnement et aussi surtout leur engagement présent. Déjà, tous ces jeunes font des actions à leur niveau pour la préservation de leur environnement. 26 films ont été projetés pendant toute la durée du festival du film de Massoukou. Voilà pour ce qui est du 5e festival du film de Massoukou, Nature et Environnement. On change de domaine pour parler de littérature et les dernières situations traversées par certains écrivains sur le continent africain, notamment l'écrivain camerounais arrêté dernièrement pour outrage ou bien menace de mort à l'endroit du chef de l'État Paul Biya, ont donc poussé pas mal à réagir à travers le monde. Certains écrivains, notamment sur le continent africain, ont fait entendre leur voix. Ils ont profiter de la situation pour rappeler quel est le rôle véritable de l'écrivain africain. Le colonel Momar Gueye est président de l'association des poètes et écrivains africains pour la section sénégalaise. Il a été interviewé par notre correspondante à Dakar, Oumou Kalsoumba. Le PEN est une association très importante. Je voudrais le rappeler surtout à nos invités, les autres PEN d'Afrique, que le PEN est une association internationale d'écrivains et le PEN est très important. L'exemple que je peux vous donner, c'est que dans un pays, quand il faut proposer une candidature pour le prix Nobel de littérature, eh bien, c'est au PEN que le comité du Nobel s'adresse. Et c'est le PEN qui propose un candidat ou une candidate ou des candidats. Ça me semble extrêmement important. Je voudrais rappeler que le PEN est un organisme apolitique. Donc nos amis qui viennent d'autres pays doivent tout faire pour rassurer leur gouvernement. Leur faire comprendre que le PEN est une association d'écrivains apolitique. Le PEN défend la liberté d'expression. Le PEN défend les écrivains embastillés, les écrivains exilés,
ou les écrivains torturés. Mais la liberté d'expression n'est pas la liberté de tout dire. Je le dis tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a la liberté d'expression qu'on doit pouvoir se donner la liberté de dévoiler des secrets d'État, de dévoiler des informations qui peuvent mettre en péril la sécurité de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on a la liberté d'expression qu'on doit se mettre à porter atteinte à l'honneur et à la dignité des autorités et des institutions. La liberté d'expression, on doit en faire usage avec beaucoup d'élégance. Ne pas agir comme quelqu'un qui se dit liberté d'expression, liberté de tout dire, liberté de tout faire. Alors là, si vous le faites, vous avez souvent maille à partir avec les gouvernements ou avec les autorités chargées de faire respecter certaines lois et règlements de la République. Des lettres à cette situation dramatique en Italie, à Naples précisément. Un demandeur d'asile gambien est plongé dans le coma depuis quelques jours. Il a reçu deux balles tirées par le responsable du centre de rétention dans lequel il se trouve. Mam Matifal a essayé de se rapprocher de cela. Il faut noter que les Africains qui se trouvent dans ce centre fustigent depuis quelques heures maintenant les conditions jugées difficiles dans lesquelles ils vivent. Un Gambien âgé de 19 ans a reçu 2 balles dans la nuit du dimanche à lundi, ce qui l'a plongé dans le coma. Le coupable n'est personne d'autre que le responsable du centre. Il a été immédiatement arrêté. Ce centre héberge 150 demandeurs d'asile, dont des Gambiens, Ghanéens, Nigérians et Sénégalais. Situé à Naples via Leonardo da Vinci, la préfecture a ordonné la fermeture de ce centre, un centre vidé de ses occupants. Pour rappel, une révolte a éclaté il y a quelques jours. Les demandeurs d'asile dénoncent leurs conditions d'hébergement et réclament leur argent de poche, pocket money, comme ils disent. Pour revenir à la victime, il a tenté de mettre le feu dans le centre, nous a-t-on dit, une victime qui a des problèmes psychiques. Aux dernières nouvelles, le jeune Gambien est toujours dans le coma. Les demandeurs d'asile de Napoli prévoient de faire une marche de protestation. Mam Matifal est la correspondante de la Belle Radio et Télévision à Bruxelles, en Belgique. Le marché de Bamako, si vous avez l'habitude d'y aller, vous ne le retrouverez pas. Il a brûlé il y a moins de 48 heures. L'incendie a ravagé d'énormes moyens. L'incendie a ravagé, on va dire, le gros de ce qu'avaient les commerçants sur place. Ils n'ont pas pu sauver leurs marchandises. Rien n'a pu empêcher donc le feu de tout emporter. Le violent incendie qui a ravagé le grand marché de Bamako a réduit en cendres plusieurs dizaines de magasins. Si on en croit les responsables de la protection civile, le feu s'est déclenché aux environs de 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs voix s'élèvent pour souligner que ce troisième brasier n'est pas survenu de façon fortuite. Si les dégâts matériels sont inestimables, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le ministre de la Protection civile a promis l'ouverture immédiate d'une enquête pour faire la lumière sur ce sinistre. La sécurité au nord du Cameroun, à l'extrême nord, les populations sont organisées en comité de vigilance pour lutter contre la secte terroriste et notamment prêter main forte aux autorités qui font face à cette menace. Eh bien, certains membres de ces comités de vigilance ont besoin de soutien. C'est ce que nous dit Élise Kenimbeni qui s'est rendue dans la région. Depuis l'entrée en scène des comités de vigilance dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, de nombreuses attaques kamikazes ont pu être évitées grâce au travail de veille et d'alerte de ces civils armés d'arcs, de flèches,
des torches et des sifflets. Comme on voit, on nous appelle par téléphone, on m'appelle par téléphone dans tel endroit. Il y a une fuite de ces malfrats comme ça. J'informe les autorités compétentes aussi. Ils sont ceux qui affrontent au quotidien des kamikazes et des personnes suspectes qui usent de plusieurs stratégies et modes opératoires afin de tromper la vigilance. Ils passent en disant qu'ils sortent du champ, or que c'est un kamikaze qui passe. Ils instaurent beaucoup de méthodes, d'autres attachés au niveau du ventre. On attache au cuisse. Ils attachent même dans le mil, dans les haricots, machin. Bon, on est obligé de détruire. C'est tout pour regarder, pour qu'on trouve la sécurité sur ça. Ils accumulent des expériences, mais restent sereins face à l'ennemi. L'attaque qu'on a eu tout juste à l'entrée de l'élevage, un monsieur qui venait à vélo. On l'a demandé de s'arrêter, il n'a pas voulu s'arrêter. On a demandé de s'arrêter, il n'a pas voulu s'arrêter. On a tenté de les flécher, se courber, se flécher, il a arrêté. Il a cherché à venir vers nous pour s'exploser. Et nous aussi, on a cherché à fuir, mais malgré tout ça, on n'a pas échappé. Nos deux gars sont partis avec lui et il a explosé. Bien que ces derniers jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre la secte Boko Haram, ils rencontrent de nombreuses difficultés sur le terrain et sollicitent une prise en charge salariale de la part du gouvernement camerounais. Si le chef de l'État ne fait pas quelque chose pour nous, c'est pas bon. Les petites haines, nous travaillons pour rien, nous travaillons pour ceci. Bon, il y a des haines pour nous, pour ça. Il y a des difficultés pour ça. On ne manque pas de difficultés qui est cachée. Les comités de vigilance qui, à cette date, ont été établis sur tout l'étendue du territoire national demeurent des vecteurs de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, officiellement engrangés au Cameroun en 2014. Nous vous invitons à faire maintenant une petite excursion dans le reste du monde. Nous irons au Proche-Orient et également aux États-Unis d'Amérique notamment. Le suspect de la tentative d'attentat de New York a été blessé et mis aux arrêts. Il s'agit d'un sujet bangladais, inconnu des services de police de son pays. L'engin qui a explosé de façon prématurée a, si on en croit la police, fait 4 blessés. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan dénoncent la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le chef de l'État russe s'est rendu ce lundi à Ankara. Le locataire du Kremlin a estimé concernant Israël qu'il fallait s'en tenir aux décisions antérieures prises sous l'égide de l'ONU